Amine Duré, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes responsable des études économiques chez Inforis, et bonjour également à Mehdi Fakher. Bonjour. Qui est expert comptable et analyste économique. Et donc on s'y retrouver aujourd'hui. Bien sûr, une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Vous parlez des comment on relance notre économie. Je ne sais pas si vous avez écouté Moussa Belkhayat qui était là il y a 2 jours. Voilà, marasme économique, il faut un électrochoc économique. Donc se dire de manière très synthétique, et je sais que vous en êtes chacun largement capable de se dire, est-ce qu'il y a des pistes de solutions? On fait quoi? Est-ce que la situation d'abord elle est compliquée? Est-ce qu'on c'est un marasme économique? Est-ce qu'on est en panne sèche? Mehdi Fakher, c'est quoi, en quelques mots, la situation, elle est, comment vous la définiriez? Un modèle économique essoufflé. C'est ça. Nous sommes devant un modèle économique. Ça, on le sait depuis un an avec le discours le 13 octobre dernier. Mais c'est quelque chose qui se concrétise de plus en plus parce que nous sommes devant un marasme et un malaise en matière de croissance économique. Nous sommes sur des taux de croissance qui n'obéissent à aucune norme de modélisation. Nous sommes devant un malaise sur le plan confiance entre entrepreneurs, c'est-à-dire au niveau des tissus entrepreneuriales, les entreprises qui ont perdu confiance. Pourquoi? Ma question c'est pourquoi il y a pourquoi on n'a pas, il y a une crise de confiance? Pourquoi il y a une espèce de fatalisme qui s'est installé? Voilà, un petit peu tout ça. Mais alors, Diori, votre constat et puis le pourquoi du comment. Ouais. Alors déjà le constat, depuis le début des années 2010, il faut se rendre compte d'une chose, la croissance économique a été en moyenne de 3,5%. C'est très peu pour un pays comme le Maroc qui, dans son statut de pays en développement, devrait être à 5-6% au minimum chaque année. C'est pas le cas. En termes d'emplois créés, c'est aussi très faible. On parle de 90 000 emplois créés l'année dernière, c'est aussi très peu. Donc effectivement, il se pose un problème. On n'est pas dans un marasme économique. On est par contre, là où il y a un souci, c'est qu'effectivement notre croissance est fortement dépendante de la pluie et notamment de la partie agricole. Effectivement, dès qu'il pleut pas assez, on voit l'impact immédiat sur notre croissance économique. C'est un vrai problème également. Donc, effectivement, tout ça pose un certain nombre de questions. Et j'ajouterai d'autres éléments. Mais oui, simplement, sur ce point-là, la pluviométrie, on le sait, c'est un facteur structurel de notre croissance économique. Mais parallèlement à ça, il y a les alternatives, me semble-t-il, d'un point de vue monétaire, d'un point de vue fiscal, pour booster la croissance. Est-ce que ça veut dire que l'exécutif, il y a un problème de gouvernance politique pour mettre en place des alternatives crédibles et dynamiques pour doper notre modèle économique, notre croissance? C'est là que la pluie, on le sait. Bon, mais ça veut dire aussi qu'on est fortement dépendant d'un secteur en particulier, alors qu'on devrait dépendre d'autres secteurs comme l'industrie, comme les services, etc. Maintenant, par rapport à nos gouvernants, je vais dire une chose très simple. Les différents rapports des grands organismes internationaux, que ce soit la Banque mondiale, l'OCDE, etc., évoque toujours des pistes de croissance et un changement au niveau de notre modèle de développement. Et ça repose sur un certain nombre de points importants. On parle d'innovation, on parle d'exportation, on parle d'éducation. Ce sont des points clés aujourd'hui. Et j'insisterai sur le point qui est, à mon avis, le plus important pour relancer une vraie dynamique à long terme. Je ne parle pas du court terme, mais à long terme, c'est bien évidemment l'éducation des Marocains. Aujourd'hui, on sait que un Marocain moyen passe 5 années à l'école seulement. Et bien évidemment, quand on regarde des petits pays comme la Corée du Sud, Singapour, etc., pourquoi aujourd'hui ils sont aussi innovants et aussi riches? C'est parce qu'à la base, ils ont su éduquer leur peuple. Et ça, à mon avis, on peut pas le faire sans... Bien formé, un pouvoir d'achat aussi qui permet aussi de consommer. C'est les deux. Alors, un pouvoir d'achat, c'est autre chose. Oui. Le pouvoir d'achat, techniquement, sur la croissance, ça a un impact. Mais il faut se rappeler que ce pouvoir d'achat distribué, on va le chercher où? Après, ça veut dire qu'on accroît nos importations, puisqu'on ne produit pas sur place. On accroît nos importations, notre balance commerciale est encore plus déficitaire, et donc ça impacte aussi négativement notre croissance. Ça, c'est sur le long terme, mais sur le court terme, j'ai envie de dire comment on fait pour relancer tout de suite? Parce que effectivement, remodeler le système éducatif, ça va prendre entre 10 et 20 ans pour que ce soit effectif. Et avec une vraie valeur ajoutée, des vrais dividendes. Mais là, on fait comment là-dessus? On est en 2018, projet de loi de finances qui va commencer à être discuté dans quelques mois, dans un mois ou deux. Voilà, on fait comment? Alors, juste pour revenir très rapidement sur l'histoire de la pluviométrie. Oui. Vous avez bien raison, parce qu'il y a un problème de gouvernance. Depuis le début des années 2000, il était clair que la sécheresse est un problème structurel, pas conjoncturel. Mais jusqu'à ce jour, jamais un gouvernement, jamais l'appareil exécutif a reconnu que c'est un problème qui est structurel. Donc les politiques de l'État ont toujours renforcé
en quelque sorte cette omniprésence et ce poids du secteur agricole comme un secteur qui est prédominant. Donc nous n'avons pas fait le nécessaire d'un point de vue politique publique pour atténuer et pour considérer que la sécheresse étant un facteur qui est plutôt structurel ne pourrait pas nous garantir des taux de croissance, et nous passons de 1,2 à 4,3 pratiquement du simple au quadruple. Ça, c'est quelque chose qui est très très nuisible, et ça veut dire que notre économie, notre modèle économique est en panne et souffre de plusieurs défaillances structurelles. Pour revenir au moyen long terme. On fait quoi? Le débat il est plus large. Qu'est-ce qu'on peut faire là dans les médias? Il nous faut tout d'abord, une vision. Il faut une vision d'un modèle de développement. Non mais ça, elle est en cours cette vision. Non, la réflexion est en cours. Elle est très importante. Oui. Attention, un modèle de développement, c'est quoi? C'est 2 piliers. Le premier pilier, c'est le modèle économique. Le modèle économique, il faut absolument des politiques claires, une vision claire pour transformer, métamorphoser notre modèle économique d'un modèle dépendant de l'agriculture, elle-même dépendante d'une pluviométrie imprévisible, vers un modèle industriel, créateur de valeur ajoutée, à forte valeur ajoutée, destiné à l'export. Ça, premier pilier. Deuxième pilier, c'est un modèle économique qui est basé sur l'offre. C'est ça. Bien sûr. La production, la productivité, entre autres. En termes économiques, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Mais donc du coup, on réoriente aussi tout. Y compris le modèle social. On va tout réorienter, bien sûr. Et fiscal. Deuxième pilier, voilà, on va y arriver. Deuxième, voilà. Donc tout l'écosystème juridico-fiscal, il faut que ça suive. Il faut vraiment qu'il puisse appuyer ce passage qui est tant important parce qu'il va permettre de maintenir une création, il va permettre la création de valeur ajoutée, création d'opportunités et de maintenir une durabilité en matière de taux de croissance. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut. C'est Amine l'a parce que nous, c'est très fluctuant aussi. 1,2 à 4,3. Oui. Ça, c'est deuxième pilier, le plus important, c'est le pilier sociétal, le projet de société, d'où va découler notre vision de l'éducation. Que veut-on pour le Maroc? Mais on commence par l'économie d'abord. Oui, absolument. Premier pilier. Non, mais les deux, ils sont en symbiose. Mais je veux dire pour aller vite. Là, absolument. Appuyer l'économie passera par le sociétal et la société. En tout cas, lorsque j'ai dit société, attention, c'est 2 choses. Tout d'abord, le modèle d'un point de vue éducation, d'un point de vue valeur de production, valeur de citoyenneté, partagé par l'ensemble de la société. Mais aussi les valeurs aussi de consommation, les valeurs de vivre ensemble. Ça, c'est très important également. Donc, moi, je ne peux pas uniformiser les modes de consommation de l'ensemble des Marocains. C'est la tendance mondiale d'ailleurs. C'est faire ancrer des modèles et des modes de consommation. Améliorer. Alors, pour revenir à la question qui est comment on fait à court terme, pour moi, la réponse, elle est ultra simple. Pour créer des emplois, c'est les entreprises qui recrutent, ce sont les entreprises. Il faut donc favoriser l'entreprise aujourd'hui. Il faut créer un climat des affaires qui soit favorable justement pour les entreprises. Et là, je reviendrai sur différents aspects qui sont aujourd'hui pour moi bloquants et qui empêchent l'entreprise d'avancer. Je parlerai déjà en premier lieu, toujours cette question des délais de paiement, parce que ça impacte directement la trésorerie aujourd'hui des entreprises. On leur demande d'innover, on leur demande d'exporter, on leur demande de faire énormément de choses, de recruter, mais elles n'ont pas la trésorerie pour le faire. Elles ne peuvent pas recruter concrètement aujourd'hui. Vous voulez créer des emplois, mais d'abord favoriser l'entreprise, favoriser son environnement, créer un climat des affaires qui soit favorable. Améliorer. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je vois les dernières tendances en préparant l'émission hier soir, c'est en matière d'investissement des entreprises aujourd'hui. Oui. On voit que la prédominance, c'est les entreprises existantes qui ont investi pour un petit peu équiper leur structure interne et non pas de l'investissement pour de la création. Est-ce que ça veut, comme indicateur, ça veut dire quoi? Alors déjà, je peux parfaitement y répondre puisque je travaille sur cette problématique d'investissement. Il y a aujourd'hui un problème en termes de renouvellement des investissements. Aujourd'hui, on voit que les investissements baissent. Ça, d'un point de vue factuel... Investissement public, investissement privé ou sous l'investissement privé? Non, je parle de l'investissement privé. L'investissement public est toujours à un montant élevé. Je cite une étude de l'ERE qui parlait de 300 milliards de dirhams investis chaque année entre les dépenses publiques, les entreprises et les entreprises publiques. Donc 300 milliards, 30% du PIB, pas de problème, ça se maintient. Mais au niveau des entreprises privées, là, il y a un vrai souci.Elles ne peuvent pas investir. Et je reviens à cette notion... On est sur un train de combien d'ailleurs, l'investissement privé chaque année? Alors, chez nous 150 000. On n'a pas trop de chiffres fiables a priori. C'est vrai. Alors, je parle d'un montant agrégé de 150 milliards. C'est-à-dire c'est-à-dire que le secteur privé, c'est 50% de l'investissement public. Oui. À peu près, c'est ça? Oui, absolument. Et là, c'est la grande question. C'est aujourd'hui, si nous orientons l'investissement public, nous parlons bien sûr de l'État qui est le premier donneur d'ordre, vers un investissement qui permettra de favoriser des entreprises et un tissu entrepreneurial qui va permettre par la suite de son côté, qui va l'impulser pour investir, ceci permettra tout simplement de booster l'investissement. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que une bonne partie du secteur privé travaille exclusivement avec l'État. Donc tout d'abord, l'État, il faut qu'il soit
bon payeur, ça c'est très important. Il faut que l'État également impulse à Est-ce travers... que c'est une bonne chose que la majorité des entreprises de notre pays travaillent avec l'État et attendent la commande publique? Est-ce que Non. c'est pas là où il y a un Non. problème déjà? Non, Est-ce que le problème commence là? Lorsque surtout il y a une réflexion du modèle économique Absolument. basé sur l'offre et basé Parce sur que la le problème productivité, est là. sur l'innovation. C'est que l'État... Pourquoi l'entrepreneur marocain dans son ensemble et l'entreprise marocaine attend simplement d'avoir un bout de gâteau du marché public? Il y a deux aspects. Mais Oui, justement, est-ce que mais il y a un problème de confiance de manière générale, Ouais. inter-entreprise. Les entreprises privées ne se font pas confiance déjà à la question des délais de paiement. Quand tu sais que l'entreprise avec qui tu travailles ne va pas te payer en temps et en heure, tu préfères sécuriser au moins ton chiffre d'affaires avec l'État. Tu sais qu'il va te payer tard, mais au moins tu as ton chiffre d'affaires. Alors, nous avons géré notre économie d'un point de vue comptable. Nous gérons la comptabilité, nous la pilotons à travers des lois de finances qui sont annuelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État n'a pas encore conçu un modèle d'investissement qui permettra aux entreprises également d'investir en parallèle, à moyen et long terme. Donc aujourd'hui, les marchés de l'État sont des marchés qui sont limités dans le temps et dans l'espace, et donc l'investissement des entreprises va être aussi limité dans le temps et dans l'espace. Et nous n'allons pas construire. Mais Parel est en train de nous dire en fait qu'on gère notre économie et que la gouvernance politique à caractère économique est géré d'une année sur l'autre. Et qu'il n'y a pas de vision sur 3, 4, 5 ans. Non, mais. À travers parce qu'il était question d'ailleurs de mettre en place une loi de finances pluriannuelle sur 3 ans. Triennale. Maintenant, c'est la loi finance, la loi organique des finances. C'est à partir de cette année que nous allons parler de loi de finances triennale, qui devrait, bien sûr, s'étaler sur 3 ans et qui permettra tout simplement de penser moyen-long terme plutôt que annuellement. Aujourd'hui, ce qui perturbe. Est-ce que ça, c'est un frein à l'investissement? Le fait que l'investisseur, quel qu'il soit marocain ou étranger, il se dit, voilà, moi, le Maroc m'intéresse, pays attractif, stable politiquement, mais bon, le problème, c'est qu'il change de loi de finances tous les ans, et que quelque part, la perception de notre fiscalité, nous allons y arriver. C'est pas très rassurant. Oui, la perception de notre fiscalité, c'est ça. On va dire que nous n'avons pas une fiscalité qui est stable, parce que c'est une fiscalité qui est annuelle. Il faut s'attendre chaque année à de nouveautés qui sont fiscales, et ces nouveautés sont limitées dans le temps et dans l'espace. Des carottes qui sont données sont limitées dans le temps et dans l'espace, ce qui fait qu'aujourd'hui... Des carottes fiscales. Fiscales, qui sont limitées dans le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ceci n'est pas du tout rassurant pour les investisseurs. Ça, c'est très important. En même temps, quand même, ce qui est fait au niveau des lois de finances, c'est fait en faveur des entreprises. Généralement, Généralement, je suis d'accord avec vous. Sauf que l'investisseur, il est plutôt confiant. Sauf que aujourd'hui, je ne peux pas parler que du levier fiscal comme étant le sésame ou cette baguette magique qui va résoudre les problèmes. Il faut pas croire que uniquement on baissant. Est-ce que la fiscalité peut, par exemple, résoudre la problématique ce que disait tout à l'heure Amine, disant il y a un tassement de l'investissement et de l'investissement public, mais surtout de l'investissement privé. Est-ce que la fiscalité peut permettre de donner un coup de fouet à l'investissement? Oui, si les mesures fiscales sont destinées à l'investissement. C'est-à-dire quel type de mesures? C'est-à-dire aujourd'hui, je donne des encouragements pour les entreprises qui investissent. Exonération? Oui, exonération. Par exemple, aujourd'hui, il y a l'exonération de la TVA sur les investissements pour les sociétés récemment créées pendant 3 ans. Oui. Par exemple, 36 mois. Il y a plutôt les startups. Donc, un encouragement, un allègement fiscal pour les entreprises pour les personnes qui investissent dans des entreprises, dans l'innovation. Et pour l'accès au foncier? Et pour la réduction de la facture énergétique? Est-ce que ça, c'est les pistes de réflexion qui peuvent avoir du sens? Parce qu'on sait très bien que la problématique aujourd'hui, 1, c'est le foncier, et 2, c'est le coût de l'énergie. Bien sûr. Ça a du sens dans le sens où diminuer ces charges-là pour l'entreprise, c'est améliorer sa compétitivité et donc restaurer les marges des entreprises. Donc oui, ça a un sens. Bien évidemment, si on réfléchit sur une réduction des coûts de l'énergie, effectivement, et des facteurs de production de manière générale, bien évidemment. Il y a une autre façon de faire, c'est de ne pas vraiment donner des exonérations fiscales, mais c'est de mettre à la disposition des entreprises, par exemple, du foncier, donner un petit peu des appuis, une aide directe aux entreprises, une prise en charge, par exemple, de tout ce qui est aménagement, des choses de ce type-là qui permettraient, au-delà de la partie fiscale. Alors, je ne vais pas baisser. Donc, on décentralise la gouvernance aussi, on met dans la boucle les conseils régionaux, les communes aussi, parce que je pense qu'il faut avoir une approche territoire et région aussi pour ça, avec un foncier à taux zéro limite. Est-ce que c'est ça le... Bien sûr, la régionalisation avancée aujourd'hui, c'est un politique et un choix stratégique de l'État. Aujourd'hui, la refonte des centres régionaux d'investissement pour qu'ils deviennent des agences régionales d'investissement avec des pleins pouvoirs, avec une marge pour gérer, entre autres, le foncier. C'est dans cette perspective. C'est de concevoir et d'imaginer des actions qui sont en local, qui permettront des investissements orientés local. Aujourd'hui, c'est ce qui est un tout petit peu frustrant, c'est de penser investissement et de penser relance d'investissement en centrale pour tout le Maroc. C'est pas du tout faisable parce que nous ratons des vocations régionales, nous ratons la possibilité de faire appliquer les régions. Et de faire développer Absolument. Là-dessus, je pense quand même que la réflexion, elle doit être centralisée. C'est l'application qui doit être décentralisée. Oui. La réflexion au niveau... Les orientations, les grandes orientations. Mais la vocation, il est à décider en local. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous me dites Tafilat Draa, si vous me dites par exemple l'Orientas, si vous me parlez, chaque vraiment région, il a vraiment ses spécificités qui ne pourraient pas être
bien perçue en centrale. Il faut que plutôt l'organe ou les organes au niveau régional puissent mettre la main dans la pâte. Mais est-ce que la solution passe par le développement des territoires économiques régionaux, ou se dire voilà d'ici 2020, parce que je dois refaire, j'ai un chômage qui est en hausse, il y a une inflation aussi qui s'agite, j'ai des pressions aussi, donc il faut que je fasse repartir la machine. Je vais discuter de la loi de finances 2019 dans 3, 4, 5, 6 semaines. Je suis champion du monde au niveau des délais de paiement. Bref, il y a un certain nombre de facteurs qui font que c'est compliqué et qu'il faut en même temps que je relance la machine. Donc je me dis voilà quelle est la marge de manœuvre? Est-ce que l'État a une marge de manœuvre budgétaire par exemple pour laisser filer les déficits pour relancer l'investissement public? Est-ce que l'État est-ce que c'est un petit peu tout ça? La monnaie aussi, il y a la flexibilité qui est en route, il y a une baisse du taux directeur, c'est ça? Sur 2 ans qui est passé de 3 à 2,25. Donc l'argent qui est censé coûter moins cher, mais c'est pas pour autant qu'il y a eu plus de crédit, plus d'investissement. Donc, moi, j'essaie un peu de comprendre. Je suis, honnêtement, dans le monde où on vit aujourd'hui, les relances keynésiennes, ça ne marche plus. Très clair. Remettre de l'argent pour les ménages pour qu'ils puissent consommer, ça ne marche pas. Tout simplement parce que déjà, on va creuser notre déficit de la balance commerciale, qui va peser négativement sur la croissance économique. Plein de pays l'ont fait, ça n'a pas marché. Il faut partir d'une politique de l'offre. Est-ce que ça marche pas sur le court terme? Je sais pas, juste pour vous dire, à l'échéance 2020. Si vous parlez d'une politique à la New Deal, je dirais oui. C'est vraiment ce petit coup de pouce. On n'a pas besoin d'une politique économique fast-food aujourd'hui pour redonner un coup de fouet. Moi, c'est juste, voilà, ce fast-food, c'est vite digéré après. Oui. Au bout d'un an. Mais en attendant de retrouver un nouveau rebond, beaucoup plus durable. Je me dis, est-ce que la séquence dans laquelle nous sommes aujourd'hui, n'impose pas ça? Aujourd'hui, effectivement, un interventionnisme étatique, dans un tout premier temps, il est louable et envisageable. Vraiment pour donner tout le monde se retourne, les yeux sont retournés maintenant vers le pouvoir public. Il n'y a que l'État qui pourrait aujourd'hui donner des signaux, donner de la confiance. Oui, exemple très simple, un exemple qui est quand même louable, mais c'est une solution, je dirais, de trésorerie. C'est les crédits de TVA, les 10 milliards. C'est une solution pour alléger, pour que les entreprises puissent souffler. Ça, c'est un signal, c'est un geste de l'État. L'État pourrait envisager un premier, je dirais en quelque sorte électrochoc, un tout premier, et laisser par la suite à l'économie, aux structures de l'économie, le soin de se métamorphoser, de se réorganiser. Nous ne pouvons pas aujourd'hui imaginer une économie assistée par l'État. C'est impossible. C'est impossible. Le Maroc, il a fait des choix et c'est quelque chose qui ne pourrait jamais tenir. Mais aujourd'hui, la panne de l'économie, c'est l'État qui doit envoyer le signal. Oui, absolument. Mais l'histoire de l'endettement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour une raison simple. Nous avons chèrement payé le prix de nos équilibres budgétaires, macroéconomiques actuels. C'était le pass, chèrement payé. Aujourd'hui, si nous devrions absolument penser d'une solution à la turque ou à la coréenne, ou plutôt une solution française, je suis désolé, mais c'est à condition d'évaluer l'endettement. Aujourd'hui, nous avons une problématique, c'est que la dette interne pèse énormément. Nous sommes en train de faire fonctionner le système bancaire pour payer et pour aider l'entreprise, pour l'État et les entreprises publiques à s'endetter. C'est un modèle qui ne tient pas aujourd'hui. J'ai une problématique de perception de la dette actuelle. Je peux me permettre aujourd'hui de parler déjà d'un endettement structurel. Et c'est quelque chose que ne devrait pas tarder à confirmer la Cour des comptes dans le cadre de la certification des comptes de l'État. Mais je suis complètement d'accord. La relance par la dette et l'emprunt. Est-ce que vous êtes favorable, ne serait-ce que le court terme, là, pour qu'on sorte un peu la tête de l'eau et envoyer des messages positifs? C'est pas un signal positif que vous envoyez. On a eu des exemples. Média a cité l'exemple français. 50 milliards d'euros empruntés pour le grand emprunt 2009 par Sarkozy. Au bout de 10 ans, ça n'a rien impacté en termes d'emploi, en termes de baisse de chômage. En termes de productivité, en termes de compétitivité aussi, je voulais le signaler aussi. Ça n'a fait qu'accroître les déficits de la France sans résultat probant pour le moment. Donc c'est 50 milliards qui aujourd'hui, entre guillemets, sont partis en fumée quand même. Absolument. Si je reviens sur ce point qui est très important, nous parlons de la marge de manœuvre. Oui. Regardez ce qui se passe pour la flexibilité de change. Le Maroc, il est en train de parler d'une roadmap qui va s'étaler sur 15 ans. Oui. C'est parce que nous avons la marge pour l'exiger. Regardez ce qui se passe en Égypte. Du jour au lendemain, on a épuisé les réserves et donc on est obligé de... Est-ce que là, c'est un autre signal aussi, un autre indicateur Fahed, lorsque vous disiez qu'il fallait aller sur un modèle basé sur l'offre, sur la production, et d'avoir aussi une monnaie qui aille aussi dans ce sens. Parce qu'on ne peut pas développer son économie ou booster son économie si on n'a pas une monnaie qui est performante aussi aujourd'hui. Donc j'ai réduit un petit peu la valeur aussi de ma monnaie. Je l'aligne à mon niveau de développement économique pour être plus performant, pour exporter, pour internationaliser les entreprises. Est-ce que c'est ça la logique? Et ça, c'est le
schéma final. Absolument. Ça, c'est quand on est arrivé au bout le du choix. soubassement théorique de ce choix, parce que concernant la flexibilité de champ, c'est la théorie de Mendel. Nous ne pouvons pas avoir les trois à la fois. Politique monétaire indépendante, libre circulation des capitaux et un régime de change fixe. Il faut abandonner l'un des trois pour imaginer un décollage économique. Donc, le Maroc, il a choisi d'abandonner le régime fixe, d'aller sur un régime qui est flexible pour essayer un petit peu de pousser les structures économiques à s'adapter. Comment s'adapter? Tout d'abord, en adoptant une politique de risk management, de gérer le risque. Aujourd'hui, c'est une rente économique de rester sur un régime de change fixe. C'est l'État qui gère. Voilà. Alors, autre chose, nous ne favorisons pas l'industrialisation, nous favorisons le négoce. C'est quelque chose qui n'est pas forcément dans l'intérêt de l'économie. Et autre chose qui est très importante, la valeur de dirham, c'est une valeur monétaire, pas une valeur économique. Beaucoup d'économistes, de praticiens et de techniciens s'accordent à dire que la valeur du dirham, il est anormalement cher. C'est quelque chose qui pénalise l'économie plutôt qu'autre chose. Bien sûr. Absolument. Une monnaie qui est élevée avec une économie qui n'était pas forcément... Bien sûr, ça pénalise les exportations. Une monnaie forte, ça pénalise déjà les exportations. Après, ça ne règle pas la question de la compétitivité d'une industrie versus une autre industrie d'un autre pays. Après, ça, c'est d'autres questions qui se posent. La question monétaire n'est pas centrale non plus pour expliquer le montant de la balance, le dit déficit de la balance commerciale. Je rappelle quand même 200 milliards de dirhams. Prenez le cas. Qui est structurel. Absolument. Prenez le cas, vous avez parlé de relance. Nous n'utilisons pas une belle carte dont nous disposons, nous, Marocains. C'est l'internationalisation. Regardez ce qu'a fait le secteur bancaire. Regardez les retombées des investissements qui ont commencé. Absolument. Donc aujourd'hui, si la demande intérieure, si le marché marocain ne permet pas de faire évoluer nos entreprises, il y a le marché extérieur, notamment le marché africain. Est-ce que nos entreprises peuvent évoluer si on ne fait pas évoluer aussi, si on n'arrive pas à organiser nos marchés? Et les différents marchés, secteurs d'activité, parce que je me dis voilà, est-ce qu'il faut pas déjà avant d'aller de quitter la maison, il faut déjà avoir fait son lit, avoir fait la vaisselle, et ensuite on peut aller effectivement. Déjà, je voudrais reprendre un point ce que vient de dire Mehdi à l'instant, qui est vrai, c'est-à-dire que déjà au niveau exportation, alors il y a une grosse partie des échanges où on est négatif, c'est évidemment l'Europe, etc. Mais il y a une partie où on gagne de l'argent, et c'est aujourd'hui l'Afrique. C'est là-dessus que notre balance commerciale est excédentaire, et c'est là-dessus que la compétitivité du Maroc ressort. Maintenant, je suis d'accord aussi que quand on affronte, je reprendrai l'exemple du textile marocain qui a dû prendre des mesures protectionniste contre le textile turc, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'est pas compétitif sur son marché local. Comment il peut affronter l'extérieur si déjà lui-même sur son marché local? C'est Rachid. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important ce que dit Émile, parce que nous n'avons pas un know-how industriel marocain. Nous n'avons pas un savoir-faire. Aujourd'hui, nous nous réjouissons du fait que nous avons aujourd'hui des entreprises qui s'installent au Maroc. C'est excellent, c'est bien. Est-ce que le capital national est impliqué là-dessus? La réponse est non. Est-ce que ceci consiste... Un petit peu dans l'industrie, dans le tour de table de... Oui, tour de table. Oui, tour de table. Alors, oui, moi je vais dire le know-how, c'est-à-dire des centres de recherche et développement et un savoir-faire industriel marocain. La réponse est non. Alors, si aujourd'hui vous me dites nous avons des industries qui s'installent, c'est bien, mais ils font de la façon. Ils peuvent du jour au lendemain plier bagages et partir. Qu'est-ce que le Maroc va gagner? Nous n'avons ni centre de recherche, ni un modèle, ni un branding industriel marocain. C'est ça la gravité. Attention, il faut qu'on pense beaucoup qualitatif si nous voulons aider notre économie à s'émanciper et à se relancer. Justement, autre donnée aussi pour relancer notre économie, vous avez vu comme moi que le baril, il a franchi la barre des $80. Est-ce que ça c'est une donnée qu'il va falloir aussi intégrer, parce que beaucoup d'observateurs extrêmement avertis, comme vous d'ailleurs, pronostiquent un baril à $90 d'ici peut-être la fin du Ramadan, voire un début de Coupe du Monde de football. Donc voilà, de se dire avec un baril à $90, la relance économique, si je vous suis, donc pas de relance par l'endettement, parce que on est fidèle au cadre macroéconomique et que ça sert à rien sur le long terme, on fait comment? Parce que la facture énergétique chez nous, c'est un peu plus de $7 milliards annuels, 70 milliards de dirhams. Voilà. L'impact, il est doublement négatif. Il est évidemment négatif sur le montant des importations du Maroc. Évidemment, ça va creuser davantage le déficit. Renchérissement. Bien sûr, c'est évident. Et de l'autre côté, l'autre impact négatif, c'est évidemment le coût pour les entreprises, évidemment, qui s'approvisionnent. Tout le coût des intrants, en fait. Bien sûr, et puis pour les ménages, etc. Donc, ça a un impact direct sur la consommation, ça a un impact sur les intrants au niveau des entreprises. Donc, bien évidemment, c'est triplement pénalisant pour notre économie. Donc, est-ce que c'est encore une mauvaise nouvelle aussi pour le gouvernement, celui qui est en charge aussi de relancer notre économie, lorsqu'on a un baril qui est à $82-83 et qui risque de monter en flèche? Absolument. Et là, nous n'avons pas ce que nous appelons une politique risk management claire,
de tels scénarios auraient dû être anticipés, prévus et déjà planifiés par le gouvernement. Je ne vais pas attendre à ce que le baril monte à 90%. Il faut que je puisse avoir des politiques de gestion des risques. Nous avons payé cher l'augmentation des prix en 2008, 2016. C'était à des niveaux qui étaient historiques, $140, je me rappelle. Donc nous l'avons payé très très cher. C'est quelque chose qui a pénalisé nos finances publiques. Je rappelle que juste avant la mise en place de la libéralisation des hydrocarbures, l'État avait pris une prime de risque. Je crois que c'était à peu près 500 millions de dirhams aussi pour se couvrir éventuellement de risques de... Écoutez, monsieur, je vais vous parler de façon très simple. Moi, étant un modeste technicien en la matière, vous ne pouvez pas gérer le risque financier avec un facteur temps qui pèse, avec des structures qui sont des structures conventionnelles orthodoxes. Ce n'est pas par des décrets. Il faut une salle des marchés. Il faut des choses qui réagissent instantanément. Il faut une politique, une banque d'investissement public. Il faut des structures opérationnelles capables d'amortir le choc. Banque d'investissement public. Moi je ne peux pas me réveiller du jour au lendemain. C'est quoi la banque d'investissement public? C'est-à-dire que l'État qui aurait sa banque pour investir? Mais bien sûr, il faut que l'État puisse avoir ces structures pour gérer de façon avec une logique du privé les aspects macroéconomiques de ce pays. Nous n'avons même pas, aujourd'hui, si je pose la question, et c'est que j'exclus la position qui est édictée par le Banque Maghreb, mais je n'ai pas une position métier. Demandez aux traders, il y a une position comptable et il y a une position métier. Aujourd'hui, quelle est la position métier du Maroc? J'en ai aucune idée. Donc aujourd'hui, si l'État veut agir, il faut agir par rapport au temps. Il faut agir instantanément. Il ne faut pas qu'on attend. Et un tel scénario, une flambée de pétrole, c'est quelque chose qui était envisagé depuis des années. Pour qu'on puisse nous dire aujourd'hui que nous n'avons rien préparé. Depuis des mois. Ce qui se passe. Non, moi, dans la pratique, il faut une cartographie de risque, un pays qui se gère. Il y a encore un an et demi, on était à $45 de... Moi, j'irais. Vous parlez du long terme, vous parlez du long terme. On peut en parler dès maintenant. L'aubaine démographique actuellement, dont on profite pas, et le vieillissement, qu'est-ce qu'on va faire avec? Alors vous allez essayer de construire. L'aubaine démographique, on aurait pu en profiter si on avait peut-être plus d'usines, plus d'entreprises. Si on n'en profite pas sur le long terme, est-ce que c'est un risque qui est géré? Mais juste là, moi je dis un peu sur le court terme, là, je disais, il y a la loi nouveau président à la CGM. Oui. Bon, je sais pas ce que ça peut donner un peu plus de baume au cœur aux entrepreneurs et pour favoriser, est-ce que ça peut permettre aussi de favoriser l'investissement? Nouvelle loi de finances aussi, les premières discussions, là, voilà. Je dirais déjà par rapport au nouvel arrivant, Monsieur Mézoir, au poste de président de la CGM, je pense qu'il faut rester déjà sur une lignée de ce qui a été fait les années précédentes. Je pense que la CGM a apporté des idées intéressantes, a défendu des idées importantes, notamment par rapport au délai de paiement, par rapport à un certain nombre de choses, favoriser l'investissement, favoriser l'innovation, un certain nombre de choses importantes. Donc, rester sur cette lignée-là et effectivement répondre à des problématiques qui sont aujourd'hui concrètes, auxquelles on n'a toujours pas répondu. J'entendais parler de relancer l'investissement par une exonération de TVA sur les investissements, pourquoi pas. Une application claire et nette. Sachant que c'est une décision qui a un impact direct sur les finances publiques. Bien sûr. C'est un manque à gagner pour l'État. Juste, je veux dire, quand on donne d'un côté, on reprend de l'autre, ça déstabilise. Voilà. L'objectif, c'est quand même de pousser justement l'investissement privé qui est aujourd'hui en panne. Oui. Aujourd'hui. Est-ce que est-ce que effectivement l'exonération de TVA, selon vous, M. Diouri, ça peut permettre de doper l'investissement privé? Est-ce qu'on Alors, parce que voilà. Pour moi, la question de l'investissement privé, elle est à deux niveaux. Il y a déjà les incitations. Effectivement, on a parlé de la TVA, l'exonération de TVA. Il peut y avoir aussi des crédits d'impôt. Il peut y avoir également des exonérations sur plus-value en cas de revente des anciennes machines. Ça peut être intéressant, mais pour moi, c'est pas le plus important. C'est pas ça qui règle le problème. Il peut y avoir aussi des exonérations sur les droits d'enregistrement. Vous avez vu l'histoire de Hafel Alami. Mais c'est pas ça qui. Moi, écoutez, c'est une exonération qui est tout d'abord. Moi, je comprends. Tout d'abord, c'est une exonération qui profite à tout le monde. C'est une exonération qui n'est pas limitée dans le temps. Voilà, droit d'enregistrement. Et troisièmement, ces droits sont payés généralement par l'acheteur, pas le vendeur. Par le vendeur. Donc, dans le cas précis, entre le deal SAM et l'opérateur sud-africain, c'était l'opérateur sud-africain qui doit la payer. 400 millions de dirhams, le prix d'une normalisation avec un futur allié sud-africain. Ça n'a pas de prix. Il faut vraiment qu'on raisonne de façon plus objective, plus constructive et qu'on cesse un petit peu d'individualiser et de pointer du doigt des personnes. Ça, c'est nuisible au débat public. Moi, j'aimerais bien que nous puissions parler d'un débat sur les idées. Dans l'exonération des droits d'enregistrement, je crois que ça a été abrogé en décembre 2017, c'est ça? Effectivement, depuis le 1er janvier 2018. Oui, mais ça a été abrogé en 2017. C'était aussi une revendication antérieure de la CGM. Mieux encore, nous étions le seul pays au monde, si j'exclus un petit taux de 0,1% que les Français appliquent, mais le seul pays au monde qui applique une telle taxe.
Donc c'était une vieille revendication de la CGM qui profite à tout le monde. Moi aujourd'hui, qui est expert comptable, beaucoup de sociétés en profitent pour faire du ménage dans leur structure de capital, parce que par le passé c'était pénalisant. À la base, l'idée c'était ça. Mais encore, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est bien de le dire, Rachid, parce que c'est très important d'en parler. Aujourd'hui, nous arrivons, et grâce à vous, grâce aux médias, nous sommes devant vraiment un climat de débat qui est très intéressant. Mais il faut qu'il soit un climat de débat qui est sain. Aujourd'hui, tous les choix que vont subir notre pays vont être tout simplement des choix consensuels. Vous venez de parler un petit peu de la CGM. La CGM est plus que jamais devant vraiment un souci de représentativité. Il faut qu'il aille vers la TPE, il faut qu'il augmente la base de ses adhérents, et puisqu'il pèse lourd dans le débat. Nous attendons une loi sur la grève. Voilà. C'est ça, en fait. Absolument, ça c'est très important aujourd'hui. Si nous n'avons pas un débat constructif, un débat global, nous n'allons pas réussir ce choix. N'attendons pas d'un appareil exécutif de résoudre tous les problèmes. La question de la représentativité, elle n'est pas essentielle pour moi dans le moment, parce que tout ce qui est proposé aujourd'hui, par exemple, je pense notamment les délais de paiement sur lesquels Monsieur Mézoir veut revenir très rapidement, ça concerne l'ensemble des entreprises et particulièrement les TPE. Donc, la force de frappe, et puis attention, la TPE, la PME, c'est l'espoir. C'est quoi la solution pour les délais de paiement? Parce que tout a été dit, tout a été fait, mais rien n'a été, enfin, tout a été dit, mais pas grand chose a été fait. Mais moi, la question que je me pose, est-ce qu'il y a une solution dans le sens où c'est directement l'État ou ces services déconcentrés qui sont en première ligne? Donc on dit que l'État c'est le plus mauvais payeur. Bien sûr. Mais l'État, est-ce qu'il a les moyens de payer? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de trésorerie aussi de l'État? Parce qu'on parle de la trésorerie des entreprises, mais est-ce qu'il n'y a pas une problématique aussi de trésorerie aussi de l'État qui, Mohamed Boussaid, je pense, a les yeux rivés et fixés sur le cadre macroéconomique. Donc, mais il y a deux questions de ce que vous dites. La première question, c'est la loi de manière générale, l'application de la loi de manière générale, elle n'est pas applicable tout simplement parce qu'il manque un élément essentiel. Quand on met une loi et qu'on met pas de pénalité ou de taux de pénalité derrière, c'est une loi qui est creuse aujourd'hui. Il faut être clair. Donc déjà, le premier travail de l'État, c'est de mettre un taux de pénalité, de faire appliquer cette loi pour tout le monde. Après, la question de la trésorerie, effectivement, est-ce que l'État aujourd'hui, est-ce que les entreprises publiques ont la trésorerie suffisante pour pouvoir régler? De quoi qu'il en soit, c'est un engagement aujourd'hui de l'État. Parce que tout à l'heure, quand on parlait de l'affaire du groupe SAM avec justement, est-ce que là, si on essaie de poser le débat avec froideur, je crois qu'on va arriver au mois de juin, l'État va avoir un déficit global entre 25 et 30 milliards de dirhams. On risque de finir l'année, je suis pas devin, à autour de 50-60 milliards de dirhams de déficit. Donc à 4,5. Donc je me dis voilà, et c'est effectivement la problématique des délais de paiement. Est-ce que c'est pas déjà une problématique de trésorerie de l'État et de la capacité aussi de l'État à payer sans forcément nous le faire payer indirectement plus tard. C'est-à-dire nous les consommateurs. Il n'y a pas que l'État qui investit, il n'y a pas que l'État qui est retardataire. Tout d'abord, il y a deux choses. Il y a un aspect culturel chez nos entrepreneurs. Il faut qu'on en parle. C'est parfois des entrepreneurs de leur propre qui refusent de payer. Et il y a un aspect lié à des contraintes. D'abord, c'est culturel. Oui, c'est culturel. Moi, je l'ai dit, je le redis. Attention, c'est très important. Je dois de l'argent à Mehdi Fakhel, je ne paye pas parce que culturellement, oui, je ne veux pas le payer. C'est pas ma culture. Oui, c'est une question de culture. Donc, c'est des questions d'état d'esprit. Mais il faut le dire. Ça, c'est très important. Il y a l'aspect de contrainte que je le comprends et je compatis. Parce que quelqu'un qui attend d'être payé. Moi, j'ai des clients qui vous disent, écoutez, je ne peux pas payer parce que j'attends, voilà les traites, voilà les chèques. J'attends de la part de l'État. De la part de quelqu'un d'autre. Privé, État et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, à mon avis, il faut deux choses. Tout d'abord que l'État vraiment fasse des gestes. Bon, on a commencé avec cette histoire de crédit de TVA, mais ça ne va pas résoudre tout. Ce n'est qu'une solution de facilité. Il faut absolument refondre tout le dispositif de crédit de TVA. Ah oui, c'est juste vraiment une solution limitée dans le temps et dans l'espace. D'urgence, quoi, ce qu'il y a. Oui, parce que 10 milliards quand même. Attention, injecter 10 milliards et s'endetter à hauteur de 10 milliards, ça va permettre de creuser le fameux déficit que vous venez de citer. Primo. Secondo, c'est tout simplement y aller graduellement. Nous avons un tissu entrepreneurial qui est basé ou qui est composé principalement de TPE. Donc, l'idée, c'est de créer un observatoire et d'aller sur des délais annuels, des délais qui sont... une autre structure supplémentaire. Non, pas sur... On n'est pas fatigué, la simplification administrative et la réorganisation de... Mais ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas demander à ce qu'on paie à 90 jours, c'est un millier le mieux placé, alors qu'on a une éternité pour se faire vraiment payer. Alors, ça, c'est hallucinant. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Il faut y aller graduellement. Il y a l'aspect culturel qu'il ne faut pas négliger. Mais je reviens pour dire, voilà la force de la CGM. Là, la CGM, s'il est vraiment représentatif de tout le tissu entrepreneurial, il va permettre d'imposer ses règles. Il va permettre un petit peu d'inculquer. Parmi les idées maintenant que la CGM compte mettre, c'est un petit peu la charte du bon payeur. C'est un petit peu la symbolique. On est en train de jouer sur le symbolique, sur le culturel. Ça, c'est aussi important. Voilà pourquoi je dis, c'est Rachid, que sur
tous les problèmes de notre pays. Vous parlez de l'éducation, il faut des assises nationales de l'éducation. Il faut des assises pour qu'on se mette d'accord. La consommation, des assises nationales. Beaucoup de débats pour qu'on se mette tous d'accord. Toutes parties prenantes, pas uniquement l'exécutif. Moi, j'ai horreur aujourd'hui de me dire, il faut que le ministère des Finances fasse ceci, il faut que le ministère de l'Emploi fasse ceci. Oui, mais l'appareil exécutif, ce n'est qu'une partie. Il faut qu'on se mette d'accord tous sur des idées, qu'on se mette d'accord sur la manière avec laquelle. C'est-à-dire qu'on prend le temps de réfléchir, mais il faut surtout agir. Réfléchir. Parce que je crois qu'on passe tout le temps de croiser les réflexions, mais de pas forcément agir. Si vous me dites réfléchir et étudier tout simplement et reprendre les rapports des institutions internationales, ça c'est une bonne réflexion. Si vous me dites que j'ai constitué un groupe de travail avec des consultants internes ou externes au niveau d'un ministère, ça c'est pas une manière de travailler. Mais si vous me dites je vais convoquer, prenez le cas de la fiscalité, les assises de la fiscalité, ils ont permis des avancées quand même, considérables, pas considérables, on parle de pas se mettre d'accord sur le rythme, mais voilà quand même, nous sommes en train de faire le pas sur certains sujets. Juste pour conclure, parce qu'il nous reste deux petites minutes sur la loi de finances 2019. Il faudrait y voir quoi? Qu'est-ce qui est nécessaire, sachant aussi, je ne veux pas revenir sur l'histoire du boycott, il y a toute une atmosphère aussi sociale un peu compliquée que le gouvernement se doit aussi de gérer, à mon avis, voilà. Je sais qu'il y a plein de débats qui vont sortir en disant, voilà, il faut redonner du pouvoir d'achat, d'autres qui vont sortir en disant, il faut revoir, il faut donner, on est pour une hausse des salaires généralisés, voilà. Est-ce que c'est ça qui va fleurir dans les prochaines semaines? Mais vous, est-ce que là, ça va être des choses aussi qui vont être, on va dire des choses pour faire plaisir un petit peu à tout le monde, mais qui ne vont pas servir la relance économique? Alors, je pense quand même que, il faut savoir qu'on est dans une dynamique ces dernières années avec le dernier gouvernement qui est de favoriser un certain nombre de critères du classement Doing Business. Il y a un certain nombre de points sur lesquels le Maroc n'est pas bon en termes de climat des affaires. Je pense notamment sur le côté financement et particulièrement la question des nantissements de tout ce qui est actif de l'entreprise, qui devrait favoriser justement l'accès au financement. Il y a des lois comme ça qui sont attendues, qui devraient être faites très prochainement, justement qui visent à améliorer notre classement. Donc ça, à mon avis, c'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines et qui sera certainement débattu lors des lois de finances. Maintenant, sur les aspects fiscaux, évidemment, toujours favoriser l'investissement. Alors, est-ce que pour vous, par exemple, il est nécessaire d'avoir un abaissement de la pression fiscale sur l'investissement, sur le capital? Est-ce qu'il y a des choses là? On est aujourd'hui, la première décision qu'a prise Donald Trump au niveau des États-Unis, ce qui était prévu d'ailleurs dans son programme électoral, c'est de revoir à la baisse un petit peu l'IS, l'impôt sur les sociétés. Est-ce que là, c'est quelque chose, selon vous, Amine, qui devrait figurer dans la prochaine loi de finances aussi? Alors, dire, voilà, on a déjà commencé avec la mise en place de l'IS progressif. Oui, mais bon, l'IS progressif, il a du mal à progresser. Selon mes informations, je ne sais pas, après vous avez peut-être d'autres informations. Mais ça commence en 2019, pour le juger, parce qu'il il ne sera applicable qu'à compter de l'arrêté de 2018. Voilà, mais apparemment ça prend pas trop là. Mais en théorie, le taux marginal de l'IS va baisser. Maintenant, la question c'est, est-ce que effectivement c'est une question qui doit être posée dans les années à venir, qui doit continuer? Non, mais ça me demande de me dire, est-ce qu'on peut, nous, au Maroc, avoir un IS qui soit supérieur à celui des États-Unis, par exemple? Est-ce que ça, vu notre niveau de développement, en pleine réflexion de modèle économique, après, est-ce que voilà, je dis pas. Mais c'est une question de ressources après. Est-ce que la question est légitime d'abord? Nous sommes un pays fiscaliste. Le clair du budget de l'État est constitué des impôts, directs et indirects. Des recettes fiscales. Des recettes fiscales, le clair, sans que ça dépasse les 70%. Maintenant, le gros problème, c'est de concilier, en quelque sorte, stabilité et équilibre budgétaire, parce que nous allons parler un petit peu de question d'équilibre des finances publiques, ça c'est très important, et aujourd'hui, vraiment des incitations. Moi, je suis avec des incitations fiscales, mais orientées à investissement. Si vous me dites aujourd'hui que je suis en train d'alléger la pression fiscale pour que je distribue plus de dividendes, je ne suis pas d'accord. Je suis prêt pour que je puisse vraiment intéresser les entreprises, pour qu'ils puissent réorienter cet effort financier vers l'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui la priorité c'est alléger la pression fiscale sur l'investissement, alléger la pression fiscale sur la consommation via la TVA aussi par rapport à la cherté de la vie, voilà, par rapport aux enjeux du moment. Est-ce qu'il va y avoir là du coup un arbitrage ça va peser sur la balance? Et je pense que pour moi la question c'est pas simplement une question d'allègement, c'est une question de réallocation des ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est vrai que le poids de l'IS dans le poids global de l'impôt est relativement élevé. Je vois dans d'autres pays, le poids de la TVA par exemple est beaucoup plus important que celui de l'IS. Peut-être qu'effectivement, l'idée, ce serait peut-être d'alléger les taux de l'IS pour les entreprises
et faire porter, alors sur des produits spécifiques, une Où est-ce que TVA je plus transfère? importante. Où est-ce que je transfère? Sur des TVA, par exemple, des produits de luxe ou d'autres, certains. C'est ce qui avait été fait un petit peu par le. Certainement, mais à un moment, il faut prendre d'un côté et le donner. Oui, mais justement, c'est vous dire, est-ce que je vais donner aux entreprises ou est-ce que je vais le prendre? Parce que TVA sur les. Si ce que je vais accorder sur la consommation, ça va être compliqué à mon avis. Attention, Oui. à la consommation, non, mais Parce que je vais plomber oui, bien sûr. Parce qu'il faut relancer le pouvoir d'achat aussi, je pense. Donc, Absolument. ouais. Si vous relancez l'économie par la consommation, par le pouvoir d'achat, bien sûr, il y a des arbitrages à faire. Ça, je suis d'accord avec vous. Est-ce que selon vous, ils vont se poser là, dans la prochaine loi de finances, dans les prochaines semaines? C'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué parce que je n'ai pas encore des déclarations d'intention claires de la part de l'exécutif. Mais aujourd'hui, malheureusement, je vous ai expliqué la contrainte comptable annuelle. Nous sommes en train de gérer un déficit. Nous avons des comptes à rendre aux institutions internationales. Il y a une vraie problématique. Oui, baisser les impôts, c'est bien. Mais quel est le coût sur la stabilité financière? Nous risquons par la suite d'être amenés à suivre vraiment des directives ou des instructions qui sont très douloureuses de la part des Si je baisse les impôts, j'aggrave les déficits. Si je baisse les impôts, et l'argent que j'emprunte va coûter plus cher au niveau des services de la dette, c'est ce que vous êtes. C'est ça, en fait, Si le cheminement. je baisse les impôts sur les Ouais. ménages pour relancer l'économie, pour obtenir plus d'impôts de la part des entreprises, je suis d'accord. Si je baisse les impôts pour que je puisse alléger les structures de l'État également de l'autre côté, attention, parce que si je vais permettre aux citoyens d'avoir une meilleure marge de manœuvre sur le plan financier pour se payer d'autres services, le service de l'éducation et de la santé en l'occurrence, ceci va permettre d'alléger les structures de l'État. Donc il faut vraiment une réflexion qui soit la plus équilibrée, mais nous avons des contraintes qu'il ne faut pas négliger en tant que technicien. Ah, mais j'aurais juste le mot juste un petit peu pour conclure sur le levier. Si Amine Diouri, on va se projeter un peu. Amine Diouri qui est ministre de l'économie et des finances. Alors, dit voilà, je suis là, j'ai un levier, j'ai un bouton sur lequel je peux appuyer pour lancer la machine. Quel serait ce bouton? Alors, pour moi, ce levier à très court terme, je le dis, je le répète souvent, mais pour moi, c'est la question primordiale des délais de paiement. C'est quand même 300 milliards de dirhams qui sont aujourd'hui bloqués dans notre économie. Si on réussit à débloquer cet argent, où est-ce qu'il va aller? Bien naturellement, vers l'investissement, vers l'innovation. C'est cet argent qu'il faut débloquer aujourd'hui. Moi, je suis très optimiste, mais je dis qu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas des patriotes, s'il n'y aurait pas de patriotisme économique, s'il n'y a pas vraiment une manière pour redonner confiance, il n'y aurait pas vraiment de levier. Le levier, pour moi, c'est la confiance. C'est rétablir la confiance entre les différentes parties prenantes. En tout cas, j'ai bien compris que ce soit Mehdi El Fahir ou Amine Diouri, vous n'êtes pas du tout sur la même ligne que Moussa Belkhayat qu'on a reçu il y a 2 jours, qui disait il faut relancer la machine, il faut un électrochoc par la dette, par l'endettement, par l'emprunt. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Là-dessus, on est ça, j'ai bien compris. Voilà, tout à fait. En tout cas, merci. Merci à vous et merci à celles et ceux aussi qui nous ont suivis. Et puis à très bientôt et bonne journée. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt.